Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Science des Sciences. Cette semaine, nous avons deux invités très intéressants, encore une fois. À ma droite, ici, Francis Dupuy-Derry, très bien connu du public, professeur en sciences politiques à l'UQAM. Et à ma gauche, la professeure Alexandra Anna, du département de sociologie de l'Université de Montréal. Bonjour à vous deux et merci d'être ici aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci. Ça fait plaisir d'être avec ma collègue aussi. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. En fait, vous travaillez tous les deux sur des sujets qui sont d'actualité, qui sont discutés et débattus dans la société québécoise et ailleurs aussi, mais on va peut-être un peu plus se concentrer sur le Québec aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite commencer à vous demander, à tour de rôle, de parler de vos recherches de façon plus générale et dans vos dernières recherches, là, quelle méthode que vous avez employée pour collecter les données. On peut commencer à ma gauche ici. J'ai fait mes recherches doctorales. Je vais commencer en fait avec ça et puis je vais arriver plus dans le présent sur l'ONGisation des mouvements sociaux. En fait, autour des années 2000, il y avait des débats par rapport à la société civile qui est dépolitisée, démobilisée, les mouvements sociaux qui, après avoir eu accès à la politique officielle ou à des chaînes d'influence institutionnelle, ont commencé à poursuivre leur but à travers des formes comme le plaidoyer ou le lobbying plutôt que des formes plus radicales de mobilisation, disons la protestation qui est un trait spécifique des mouvements sociaux. Donc, j'ai été très intéressée de comprendre qu'est-ce que c'est l'ONGisation parce que, justement, le débat a une virée assez normative rapidement. On considérait l'ONGisation comme étant quelque chose de néfaste pour les mouvements sociaux, quelque chose qui les impacte négativement, notamment, par exemple, en rapport avec les mouvements féministes que j'ai étudiés de plus près. Il y avait des diagnostics qui voyaient ces mouvements comme étant dépolitisés dans leur but. Et je voulais comprendre qu'est-ce que c'est en fait l'ONGisation au-delà de ces étiquettes normatives, de voir qu'est-ce que ça veut dire professionnalisation. C'était un terme qui était utilisé de manière interchangeable avec celui d'ONGisation ou l'institutionnalisation, la bureaucratisation également. Donc, dans mes recherches doctorales, j'ai voulu comprendre ce phénomène-là et le rapport avec la gouvernance néolibérale. Et pour cela, j'ai employé un cadre comparatif des deux cas très différents. J'ai étudié la Belgique et la Roumanie. J'ai employé comme méthode l'ethnographie féministe et puis j'ai combiné les entretiens en profondeur avec l'observation participante, avec l'analyse des documents. Et j'ai eu une présence active sur le terrain, je pense environ 7-8 mois dans chaque pays. Et puis, vous allez me poser des questions s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir de plus. Mais pour arriver à des choses plus récentes et peut-être qu'on a en commun aussi avec Francis. Donc, ces étiquettes-là ont été un peu remises en question par des changements la dernière décennie, notamment en lien avec l'essor des mobilisations des masses comme Ni Una Menos, des mobilisations contre les violences faites aux femmes en Argentine, etc. Donc, on a vu cette capacité à mobiliser des masses renouvelées qu'on pensait avoir perdues avant à travers ces étiquettes d'ONGisation. Et ça, c'était une chose, donc l'essor des mobilisations des masses et puis les mobilisations MeToo. Et deuxième chose, c'était l'augmentation, l'intensification des campagnes anti-genre en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde, et notamment les victoires de ces campagnes-là dans certains cas. Et donc le côté politique de la résistance des mouvements féministes LGBTQIA+, a été de nouveau remis en valeur d'une certaine manière. Et donc, puis ensuite, j'ai voulu comprendre comment la résistance à ce qu'on appelle ce tournant illibéral des dernières années, comment cette résistance elle est organisée. Et ensuite, j'ai réalisé un postdoctorat
Marie Sklodowska-Curie à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai encore réalisé une étude comparative entre la France et la Roumanie pour voir notamment comment la résistance aux campagnes anti-genre, elle s'organise sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas si... C'est très intéressant. Vous avez parlé d'ethnographie. Exactement. Vous avez été dans ces pays-là. Vous avez résidé avec des féministes qui participent à ces mouvements. Oui. En fait, donc c'était une immersion vraiment sur le terrain. En Roumanie, cela a passé aussi par une colocation. J'ai cohabité avec une des activistes pendant 7-8 mois. J'ai participé activement à différents événements que ces activistes, elles organisaient. En fait, dans ma conception de la recherche, j'ai essayé ce qui s'est passé en lien avec ce processus d'ONGisation, c'est qu'on regardait souvent les organisations formelles. Donc, il y avait cette étiquette d'ONGisation, ça veut dire qui mettait en avant le fait que ces organisations formelles ont eu accès à la politique et commencent à influencer les politiques publiques à ce niveau-là et à travers cette coopération. En fait, j'étais intéressée de voir ce qui se passe sur le terrain aussi au niveau de la politique un peu plus grassroots, des groupes plutôt informels, moins organisés. Donc, avant d'aller sur le terrain, j'ai déjà identifié des organisations qui étaient plus ou moins comparables aussi dans les deux pays, quoique deux pays très différents. Et puis ensuite, je me suis laissée ouvrir, sur le terrain pour comprendre ce qui se passe exactement et discuter aussi avec d'autres collectifs qui faisaient partie de l'espace plus large de l'activisme féministe sur place. Mais également, il y en a aussi un autre élément que je trouvais important. Par exemple, aussi, dans la sociologie des mouvements sociaux, on regarde en général les mouvements de manière séparée, ou si on regarde leurs interactions, on regarde leur collaboration à travers différents concepts comme coalition ou spillover. Mais rarement, on analyse ces chevauchements ou ces zones grises. Peut-être juste l'espace des mouvements sociaux permet plus de voir ces interactions-là. Et donc, j'ai voulu aller aussi au-delà. Je me concentrais sur les mouvements féministes et sur leur ONGisation. J'ai regardé le niveau méso, donc le niveau organisationnel, mais je voulais comprendre comment ces organisations s'insèrent dans l'espace des mouvements sociaux. Aussi en lien avec la politique officielle, mais aussi en lien avec d'autres acteurs des mouvements sociaux. Par exemple, des mouvements pour le droit au logement, qui jouaient un rôle très important, les mouvements antiracistes, les mouvements LGBTQIA+, etc. Voilà. Donc ça faisait partie du travail d'immersion, de mettre les balises de ce travail d'immersion, disons. Oui, c'est très intéressant. On va y revenir. Maintenant, on peut passer à M. Dupudéré. On connaît déjà bien certaines de vos recherches, mais si vous voulez les présenter, et surtout, on va mettre l'accent sur les méthodes et développer un peu plus. Merci beaucoup. Donc, rapidement, en fait, comment dire, souvent à l'université, les professeurs d'université, on est encouragés par différentes raisons, et c'est y compris par nos intérêts, nos passions, à se spécialiser vraiment sur un sujet. Moi, je sais pas si c'est une particularité, mais je suis un peu plus dispersé, disons. Et donc, j'ai commencé avec, je vais y aller rapidement, là, j'ai commencé, moi aussi, donc, avec une thèse, mais ma thèse était sur l'histoire de l'usage du mot démocratie dans le contexte des colonies britanniques d'Amérique du Nord et de la France pré-révolutionnaire, et puis dans les périodes de la guerre d'indépendance et de la révolution aux États-Unis, de la révolution en France, et puis après ça, au 19e siècle. Donc, en fait, c'était pas très compliqué. Je retrouvais en fait dans les textes de l'époque, donc les discours, les lettres, les journaux, les lettres ouvertes, mais les journaux intimes aussi, les manifestes, etc., le mot démocratie et les mots connexes, république, aristocratie, anarchie, etc. Et j'essayais de voir quel sens ça avait, qu'est-ce que les politiciens, selon ce que je pouvais analyser, faisaient en usant de ce terme-là. Bref, ça c'est la thèse. En sortant de la thèse, on était au début, juste en 2000 en fait, et donc il y a le mouvement altermondialiste. Dans le mouvement altermondialiste, il y a des pratiques de démocratie directe. Donc là, en fait, je suis passé de l'histoire à l'actualité, puis je suis allé faire donc de
de la recherche de terrain auprès du mouvement altermondialiste, principalement sa frange, disons, anti-autoritaire ou anarchiste, au Québec et en France, entre autres, au mouvement parpailleur auquel je participais aussi, mais j'ai fait de la recherche avec des entretiens, entre autres, et de l'observation. Et dans la mesure où j'étudiais ça, ça m'a amené à étudier, et là, ça, c'était pas volontaire, ça m'a amené à étudier la répression policière et le profilage politique de la police, donc pas le profilage racial ou d'autres types de profilage, mais vraiment la question de pourquoi la police, et si vous vous rappelez, peut-être vous vous rappelez pas, mais à l'époque des sommets et des contre-sommets, donc autour de 99, 2000, 2001, 2002, on parle en fait de dizaines de milliers de policiers mobilisés pour protéger les sommets, et des fois c'était des centaines ou des milliers d'arrestations aux États-Unis, en Europe et ailleurs. C'était vraiment impressionnant. Il y a eu des blessés graves, puis après ça, il y a eu des recours collectifs, et puis après ça, il y a eu des dédommagements versés. Bref, ça a été un grand cycle de tensions entre les manifestants, manifestantes et la police. Donc, j'ai étudié le profilage policier, mais à partir du point de vue des manifestants et des manifestants. Donc ça, c'est un type de recherche que j'ai fait. Et puis peut-être pour faire le pont ou le lien avec Alexandra Anna, c'est la recherche sur l'antiféminisme aussi, qui est un autre axe que j'ai développé en collaboration, entre autres, avec la sociologue Mélissa Blais, qui est à l'Université du Québec en Outaouais maintenant. Depuis une vingtaine d'années, on travaille ensemble, et puis avec d'autres aussi. On co-dirige un chantier sur l'antiféminisme. Bref, on est plusieurs maintenant à travailler sur l'antiféminisme. Mais donc, avec Mélissa et moi tout seul, j'ai travaillé sur le discours de la crise de masculinité. Donc ça, c'est plutôt une analyse de discours, des textes qu'on peut trouver à différents endroits, on pourra en reparler. Et puis avec Mélissa, beaucoup, en fait, on a fait une analyse, on a fait des études des impacts de l'antiféminisme sur le mouvement féministe ou le mouvement des femmes au Québec, entre autres, et en France. Et donc, pour ça, en fait, on a fait des entretiens individuels ou de groupe avec des femmes et des féministes qui étaient dans des organisations féministes pour comprendre, en fait, elles, c'était quoi leur perception de l'antiféminisme, puis surtout, c'était quoi les effets sur leur organisation. Donc, et je dis souvent quand je parle d'antiféminisme ou de masculinisme, par exemple, je dis, nous, on n'a pas de connaissances spécifiques sur ce qu'ils ont dans leur tête concrètement. On leur parle pas à eux. On peut voir ce qu'ils disent publiquement ou dans les médias sociaux et ailleurs. On peut analyser leur discours, mais c'est pas, disons, sur eux qu'on travaille directement, c'est sur les impacts. Et pour étudier les impacts, on étudie celles qui sont ciblées par les antiféministes, qui sont les féministes. Donc ça, c'est ça. Et puis la dernière recherche, peut-être pour préciser, et je vais parler en même temps d'un autre... je vais préciser aussi un autre élément par rapport à la recherche. Donc, les recherches sur l'antiféminisme, je les ai menées soit individuellement ou avec Mélissa, sans nécessairement de financement, parce qu'on peut parler d'argent aussi, c'est un enjeu de la recherche. Mais j'ai aussi fait plusieurs projets de recherche en partenariat avec des groupes de femmes, donc à l'Université du Québec à Montréal, par exemple, mais c'est pas évidemment le seul endroit où on fait de la recherche en partenariat. Il y a un service qui s'appelle le service aux collectivités, qui met en relation des groupes communautaires, syndicaux, autochtones, groupes de femmes, avec des chercheurs ou des chercheuses qui répondent aux besoins, en fait, du groupe qui veut une spécialiste sur tel ou tel sujet. Et donc, moi, je suis spécialiste dans l'antiféminisme, donc j'ai fait des recherches avec l'Aire des centres de femmes. Et là, je viens de terminer une recherche avec la Fédération autonome de l'enseignement. Donc là, c'est école primaire et secondaire. La Fédération autonome de l'enseignement, elle avait des enjeux qui remontaient de la base de ses membres qui disaient qu'il y avait de plus en plus d'élèves ouvertement dans les classes ou à l'école, sexistes, misogynes, homophobes et transphobes. C'était aussi ce que constataient des journalistes qui nous téléphonaient ou qui demandaient à Mélissa et à moi des entretiens pour parler des élèves masculinistes, antiféministes. Mais Mélissa et moi, nous n'avions pas de données de terrain. En fait, on n'avait pas mené notre propre recherche. Donc, c'est un peu gênant de répondre à des journalistes en citant d'autres reportages de journalistes. Et donc, avec la FAE, ça a créé une occasion, en fait, une rencontre où, en fait, on a décidé de mener une recherche en partenariat ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on co-construit le design de recherche. Le syndicat, dans ce cas-là, aide au recrutement. Je pourrais en parler plus tard, tout à l'heure, dans les différentes régions, avec ses exécutifs locaux, il fait circuler l'appel à participer. Et donc, on a organisé ce qu'on appelle en anglais des focus groups, donc des entretiens de groupe. On a fait circuler aussi remplir des formulaires, des questionnaires, en fait,
et ça nous a permis de documenter, du point de vue des enseignants-enseignantes, les enjeux d'élèves sexistes, homophobes et transphobes dans les écoles. Donc là encore, en termes de méthode de recherche, on distingue, disons, la perception et les témoignages et les expériences du corps enseignant. Mais par exemple, je ne peux pas répondre à des questions de type « Qu'est-ce que les élèves pensent réellement? C'est quoi leur motivation? » Ou par exemple, j'ai très peu d'informations sur leurs parents ou leur famille. Les enseignants-enseignantes peuvent avoir une idée générale dans telle ou telle école, mais donc en fait, il faut être aussi conscient de ce que la recherche permet de dire et ce que la recherche ne permet pas de dire. Et c'est tout à fait correct. Évidemment, une recherche ne permet pas de dire tout sur tous les acteurs, actrices impliqués dans une dynamique sociale X, Y ou Z. Donc, face aux critiques que vous avez eues, parce qu'il y a eu des critiques face à vos méthodes, ça serait un peu ça. Si vous deviez vous-même avoir une critique face à votre méthode, c'est un peu ce que vous venez de dire. C'est qu'on ne peut pas tout dire, oui, mais l'info que vous avez reste... oui, mais ça, c'est pas une critique, c'est une limite. C'est quelqu'un qui... Oui, j'imagine qu'un biologiste qui travaille sur le cancer, on va pas le critiquer pour dire oui, mais sur l'Alzheimer, vous faites quoi? Ben, il fait rien sur l'Alzheimer puisqu'il travaille sur le cancer. Donc, j'imagine que des polytechniciens qui travaillent sur une nouvelle forme de ciment ou de béton, ben, par rapport à la fibre optique, ils font rien. Mais ça, c'est pas une critique. Les critiques que j'ai reçues, pour les préciser, mais, en fait, j'ai été très étonné. Même si je savais que c'est un sujet délicat. Puis là, bon, c'est très précis là, comme situation, mais en fait, l'enjeu du sexisme, homophobie, transphobie dans les écoles au Québec, depuis quelques années, c'est pas... Moi, j'ai pas découvert ce sujet-là. Hein, c'est un sujet qui était un sujet d'actualité dans les médias. Et même, c'est un sujet qui est porté par le premier ministre du Québec, par le ministre de l'Éducation, par plusieurs polémistes médiatiques qui pointent tous du doigt l'islam. Donc, c'est toujours l'islam. Et au Québec, on le sait, c'est pas, j'invente strictement rien. En plus, on a des lois à répétition sur la laïcité et les politiciens disent spécifiquement la laïcité, ça va toucher l'école et avec la loi sur la laïcité, on va régler le problème de l'école parce qu'apparemment, le seul problème de l'école, c'est les femmes qui portent le hijab. Bon, c'est une idée comme ça. Et on dit, on va imiter la France et... Alors qu'en France... C'est vrai que ça va bien. Alors qu'en France, c'est un désastre total et ça ne fonctionne pas du tout. Mais bref. Donc, il y a des gens qui sont persuadés pour une raison que j'arrive absolument pas à comprendre que la meilleure manière pour lutter contre le patriarcat musulman, c'est de stigmatiser les femmes musulmanes. Bon, ils veulent essayer ça... c'est original, en tout cas, comme approche. Mais de toute façon, c'est pas ça l'enjeu ici. C'est que moi, dans ma recherche... il y a, comme c'était basé sur des entretiens de groupe, et avec la FAE, on en avait déjà parlé en amont, parce que la FAE, dans une position, la Fédération autonome de l'enseignement, est dans une position délicate par rapport à cette question-là, parce que par ailleurs, elle conteste la loi 21, donc une loi sur la laïcité, parce qu'elle stigmatise certaines de ses membres qui sont des musulmanes qui portent des signes religieux, entre autres. Et donc, on a beaucoup reproché à la Fédération autonome de l'enseignement de contester une loi votée par l'Assemblée nationale, même si c'est évidemment son droit. Et donc, dans le design de la recherche, évidemment, on voulait savoir c'était quoi les expressions de sexisme, homophobie et transphobie, donc les expressions verbales et les actions. Donc, on pourra en parler plus tard, où les gens peuvent consulter le rapport, là. Mais donc, des insultes, des menaces, de l'intimidation, des drapeaux arc-en-ciel vandalisés ou brûlés, des graffitis, des bousculades, des menaces de mort, etc. Bon, ça, c'est les formes, comment ça se traduit en paroles et en actions dans les écoles. Et puis, on voulait identifier des profils d'élèves problématiques. Et donc, dans les profils d'élèves problématiques, ce qui est sorti dans les discussions, ben, il y avait les élèves musulmans, des élèves musulmans, en fait, devrais-je dire plus précisément, des élèves musulmans qui le disent explicitement. Les enseignants savent qu'ils sont musulmans et ils vont même évoquer le Coran ou l'islam pour dire ben, l'homophobie, l'homosexualité, c'est pas bon, les trans, ça n'existe pas, bon, bref. Donc, mais on m'a aussi dit dans les groupes de discussion qu'il y avait aussi dans certains quartiers ou dans certaines écoles des catholiques, fièrement catholiques, qui revendiquaient en fait leur interprétation du christianisme pour dire que l'homophobie c'est pas bon et que les transidentités ça n'existe pas. Bon, moi je suis vieux, hein, donc j'ai eu une éducation publique catholique, là, puisqu'il y avait les commissions scolaires qui étaient confessionnelles dans les années 70 quand moi je suis allé à l'école. Et donc moi j'ai eu le catéchèse, j'ai fait ma première communion, tout ça c'était organisé par l'école publique québécoise.
Et moi, on m'a appris que Jésus, c'est l'amour inconditionnel des autres, et entre autres des marginaux et des pauvres. Et donc, je pense qu'en fait, si Jésus était là, je ne peux pas parler au nom de Jésus, évidemment, mais je pense que Jésus, il aimerait les trans et il aimerait les homosexuels. Mais bon, passons là-dessus, surtout s'ils sont stigmatisés et persécutés, comme c'est le cas dans certaines écoles. Mais donc, bref. Et donc, après ça, on a identifié d'autres profils. Donc, les joueurs dans des équipes de hockey dans nos écoles, apparemment, ils sont problématiques. Les élèves qui se revendiquent explicitement devant leur enseignante comme des adeptes de Andrew Tate, l'influenceur sexiste et agresseur de femmes, apparemment. Donald Trump, le président des États-Unis, ils le disent. Ils disent, moi, je pense comme le président des États-Unis, t'as pas le droit de me dire que j'ai pas le droit de dire que les homosexuels sont ceci et cela. Donc, bref. Donc, on a identifié des profils d'élèves. Et là, c'est là où les critiques ont été décourageantes, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs textes qui ont été publiés sur le web, y compris sur le site, par exemple, des Sceptiques du Québec, mais aussi dans des médias plutôt libres, entre guillemets, qui sont plutôt de droite et d'extrême droite. Radio X, Cube Radio a fait 2-3 émissions de radio pour démolir notre rapport. Et en fait, la ligne d'attaque était totalement bizarre. Il y avait une ligne d'attaque double. Il y avait la première ligne d'attaque qui était sur la méthode. Donc, apparemment, au Québec, tout le monde est spécialiste de la méthode. C'est tout à fait intéressant pour ce podcast. Oui. Et on l'a vu dans les dernières années, quand il y a des recherches dont les résultats fâchent. Donc, on se rappelle de SMU, c'était une recherche sur les violences sexuelles sur les campus. Yves Boisvert, entre autres, à la presse, avait totalement démoli la méthode de la chercheuse Manon Bergeron, qui pourtant a reçu un prix de meilleure chercheuse cette année-là. Et le GRI. Donc, le GRI, c'est une association par et pour des gens de la diversité de genre, de sexuelle et de genre, qui vont faire des formations dans les écoles sur la diversité. Le GRI, depuis des décennies, en fait, fait remplir des questionnaires aux classes où ils vont pour connaître les préjugés que les élèves ont sur la diversité sexuelle et de genre. Et donc, ils ont des dizaines de milliers de questionnaires remplis sur des décennies. Il n'y a aucune équipe de recherche qui a ça. Et donc, en 2025, ils ont rendu public une analyse synthèse de leurs données qui montrait qu'il y avait une aggravation des préjugés négatifs chez les jeunes. La majorité des jeunes sont plutôt tolérants, inclusifs ou indifférents d'ailleurs. Mais il y avait quand même une augmentation de l'intolérance chez les jeunes par rapport à la diversité sexuelle et de genre. Et le GRI s'est aussi fait complètement démolir dans les médias, sur les médias sociaux, par apparemment tous les Québécois et Québécoises qui sont spécialistes de la méthode de recherche, alors que c'était une recherche absolument exceptionnelle, géniale. Et là, maintenant, c'est mon tour. Donc on me reproche. Donc, par exemple, les sceptiques du Québec vont dire... Ah oui, mais de toute façon, les recherches en sciences humaines ou les recherches en sciences sociales ou les entretiens de groupe, donc les focus group, ont pas plus de valeur dans le cas de ma recherche avec la FAE que si on avait mis autour d'une table des gens qui croient aux ovnis et on leur avait dit est-ce que les ovnis existent. Donc ça, c'est le niveau de compréhension des sceptiques du Québec de la méthodologie en recherche qualitative en sciences sociales, ce qui est complètement déplorable et ridicule. Tout le monde a dit l'échantillon est minuscule, mais en fait, ce type de recherche, et j'imagine que c'est la même chose pour ma collègue, quand on commence une recherche et on développe un design de recherche, nous-mêmes, on fait une recherche sur les méthodes de recherche qui s'appliquent à notre recherche. Et donc, moi, par exemple, j'étais préoccupé de savoir, les spécialistes des entretiens de groupe, par exemple, ils disent combien faut-il organiser d'entretiens de groupe en général et avec combien de participantes en général faut-il avoir pour obtenir ce qu'on appelle la saturation des données. Donc, saturation des données, c'est quand vous faites des entretiens individuels ou de groupe et après 7 entretiens de groupe avec une 50aine de participantes, en fait, vous réalisez que vous avez à peu près maintenant eu un portrait général parce qu'en fait, les exemples ou les situations, les témoignages que vous recueillez sont un peu tout le temps maintenant les mêmes, vous en avez déjà eu. Donc, vous pourriez en faire 50 de plus, 200 de plus, 300 de plus, et en fait, vous auriez probablement à peu près tout le temps un peu les mêmes types de situations, et c'est ce qu'on appelle obtenir saturation. Et donc, moi, je m'étais assuré que j'avais un nombre suffisant, mais en fait, mon nombre dépassait le nombre qui était suggéré en entretien de groupe. Plus j'avais fait des entretiens individuels, plus j'avais fait remplir des questionnaires. Donc, en fait, ça croisait 3 méthodes et effectivement, j'avais saturation des 3 côtés. Mais les gens ont déchiré leur chemise en disant que c'était ridicule, c'était un nombre ridicule que je ne pouvais pas généraliser à l'ensemble du Québec, mais je n'ai pas généralisé à l'ensemble du Québec, que je ne pouvais pas tirer des statistiques de ça, mais je n'ai pas tiré des statistiques de ça. Et surtout, c'est ça le plus important dans la critique, qui était intéressant pour nous, c'est
on m'accusait d'avoir des biais parce que je suis un gauchiste de l'UQAM. Donc, ce qui, selon moi, révélait des biais des personnes qui m'attaquaient. Mais bon, ça les regarde. Et donc, c'est le l'UQAM bashing. Donc, on attaque l'UQAM dès qu'il y a des recherches qui viennent de l'UQAM qui ne nous plaisent pas. Même s'il y a une diversité de personnes qui viennent de l'UQAM. Mathieu Bocoté, par exemple, un doctorat en sociologie de l'UQAM. Il y a des ministres de la CAQ qui viennent de l'UQAM. Pascal Derry est une ministre de la CAQ qui est diplômée de ma faculté. Bref, il y a plein de monde qui viennent de l'UQAM. Un tiers des diplômés de l'UQAM sont en sciences de la gestion. Après ça, ils gèrent des petites et moyennes entreprises. Bref, c'est des comptables, c'est en marketing. Bref, l'UQAM produit un peu de tout. Mais dès qu'il y a une recherche qui ne plaît pas de l'UQAM, on ironise sur le fait que ça vient de l'UQAM. Et donc, mais le plus important pour moi encore, c'est pas le UQAM bashing, on a l'habitude. C'est pathétique et pitoyable, mais c'est pas grave. Et c'est l'islam. C'est que j'ai reçu vraiment un nombre incroyable de critiques sur le fait que le rapport qu'on a fait avec la FAE, l'enquête de terrain, ne parlait pas de l'islam. Même à Cube Radio, pendant 15 minutes, un commentateur a dit, après avoir dit « Moi, je m'intéresse seulement aux recherches qui mettent tous les faits sur la table », donc, du haut de sa prétention morale, sa supériorité morale, il a enchaîné en disant « Et donc, cette recherche-là, c'est pas correct, c'est pas bon, c'est biaisé, parce qu'en fait, il parle pas de l'islam. » Je reçois des courriels dans ma boîte courriel de personnes qui écrivent 5-6 paragraphes en disant « J'ai lu votre recherche, vous parlez pas de l'islam parce que vous êtes un gauchiste antiraciste et vous participez à l'homophobie et à la transphobie parce que vous critiquez pas l'islam. » Radio X, bref, tout le monde a commencé à m'accuser de pas parler de l'islam. Mais il y a une section là-dessus. Et donc de manquer de rigueur et de ne pas avoir fait une recherche sérieuse, alors que dans la table des matières, il y a 2 fois le mot islam. Dans le résumé, on parle des élèves musulmans. Dans la recherche, il y a 2 sections qui ont le titre islam dans le titre, dont une section complètement consacrée aux élèves et aux pères musulmans qui sont problématiques dans les écoles. Et puis en annexe, il y a des ressources. Il y a un intitulé, c'est ressources religieuses. Et dans les ressources religieuses, il y a sur 4 références qu'on offre, il y en a 3 sur l'islam. Et donc, vous voyez, c'est fascinant quand même à quel point les gens se placent dans une position de supériorité morale au sujet de la méthode de recherche. Là, c'est quand même bizarre, là, comme débat de société. Ben, je sais que ça vous intéresse et que vous êtes passionné, que vous voudriez que toute la société du Québec, société québécoise parle de méthodologie, là, mais on s'entend qu'en principe, a priori, c'est pas ça qui passionne les foules, là. Mais quand une recherche fâche, ben, les gens s'auto-promeuvent spécialistes de la recherche, et attaque en arguant que les chercheuses ou les chercheuses féministes, nécessairement, elles sont biaisées, mais en fait, les attaques, elles débordent de biais, en fait. Et donc, dans mon cas, c'est l'islam. Islam. Ils voulaient qu'on parle juste de l'islam. Ils sont sûrs qu'on n'a pas parlé de l'islam alors qu'on en parle. Ils sont tellement obsédés par l'islam que c'est juste ça qu'ils voient. Et alors que la recherche, elle rapporte des cas dramatiques là, d'élèves qui se font persécuter dans leurs écoles, d'enseignantes qui se font insulter et menacées par leurs élèves. Mais apparemment, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de taper sur l'islam. Oui, surtout que vous en parlez. Donc, ça témoigne juste que ces commentateurs n'ont pas lu du tout le rapport, mais ils l'ont même pas ouvert. Exact. Mais CTRL F, islam, c'est pas si compliqué que ça. Sur Cube Radio, finalement, le chroniqueur qui avait prétendu qu'il ne s'intéressait qu'aux recherches qui prennent tous les éléments en cause et que ma recherche n'était pas bonne parce que je parlais pas de l'islam, ben finalement, le lendemain, il s'est excusé en disant qu'il n'avait pas vraiment lu le truc. Mais est-ce que ces recherches c'est un peu plus récentes, anti-féministes, ça doit vous toucher aussi, de cette mouvance masculiniste et tout? Vous devez le voir aussi dans vos propres recherches. Oui, effectivement. Je pense que là, c'est intéressant aussi de voir peut-être 2 sous-domaines qui se croisent. Je pense qu'ici, c'est aussi intéressant et on y travaille peut-être là-dessus. On est un processus d'essayer de distinguer et voir quelles sont les différences, les similarités entre les mouvements anti-genre, les campagnes anti-genre, les mouvements masculinistes, etc. Mais en lien avec ce qu'on était en train de discuter, mais le discrédit des études de genre, des études féministes, qui sont devenues la cible des attaques et des campagnes anti-genre explicites, parfois des gouvernements même, parfois des différents politiques dans différents pays, sont très problématiques et se sont accélérées les dernières années. Donc moi, je m'intéresse de l'autre côté à ces processus de résistance et
face à ces attaques. Et notamment, donc, l'interdiction, le fait d'interdire, par exemple, des études de genre représente un type de campagne. En Hongrie, la Central European University ont dû déménager en Autriche après l'interdiction des études de genre. En Roumanie, les acteurs anti-genre ont visé l'interdiction complète du mot genre avec toutes les implications et les répercussions. Donc, c'était plusieurs cibles à la fois parce qu'en interdisant le mot genre, il visait également à interdire toute discussion autour de l'éducation sexuelle, de l'identité de genre, etc. dans les écoles, mais également l'interdiction des études de genre en milieu académique. C'était intéressant. Il y a eu une résistance assez importante aussi organisée au niveau transnational, mais qui est venue cette fois-ci du côté de la protection de la liberté d'expression, qui est quelque chose, disons, pour lequel on se bat des deux côtés, parce que aussi les anti-genres défendent parfois la liberté d'expression, parfois la liberté de religion. Bon, cette fois-ci, c'était effectivement les académies qui sont organisées pour la liberté de la recherche, pour la liberté d'expression, etc., pour défendre les études de genre dans les universités. Mais oui, effectivement, cela représente vraiment un enjeu aujourd'hui et je pense que c'est intéressant de regarder quelles sont les continuités, en fait, entre ces acteurs, les différences aussi historiquement, quels sont les liens qu'ils entretiennent et aussi au niveau international et transnational. Et ici, notamment au Canada, on peut voir des influences qui sont différentes, effectivement, des influences qui viennent du côté anglophone. En Alberta, par exemple, des chercheurs qui ont déjà identifié un effet Trump en lien avec les campagnes anti-genre. Au Québec aussi, des influences du côté francophone également. Et voilà. Je dois avouer, depuis quelques années, je suis beaucoup surpris quand même de ces affirmations anti-genre, que le genre, bon, c'est le sexe, il y en a deux. Ça fait quand même très longtemps que la science a démontré le genre. Je peux remonter dans ma discipline d'anthropologie à Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, pour un exemple qui a démontré avec de l'empirisme, là, que ailleurs dans le monde, une fille et un garçon se développent différemment selon ses rôles de genre. Ça date pas d'hier. Qu'est-ce qui explique cette montée de tous ces discours anti-genre? Chose qui est facilement, empiriquement démontrable que ça existe, le genre, qu'il n'y en a pas juste deux. On pourrait nommer plusieurs sociétés historiquement qui ont eu trois genres, qui ont eu les Two-Spirit chez les Autochtones. C'est de l'empirisme, là, c'est des preuves concrètes, mais il y a ce nouveau mouvement qui prend beaucoup d'ampleur. Et j'ai un peu de difficulté moi-même à expliquer. Je ne suis pas un expert d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce qui a fait ce changement-là? Alors qu'il semblait y avoir une bonne tendance à l'ouverture, à moins d'homophobie, par exemple, etc. Et depuis quelques années, il semble que c'est la tendance inverse. Effectivement. Peut-être que je vais répondre plus du côté des anti-genres et après, si tu veux compléter, pas compléter ou ajouter la perspective sur les mouvements masculinistes ou d'autres choses. En tout cas, les chercheurs, les chercheuses qui ont retracé la généalogie de ces mouvements anti-genres se sont arrêtés au début des années 90 et notamment au moment où le concept de genre, le terme genre, est entré dans le vocabulaire onusien lors de la conférence de 1994 de la conférence donc onusienne pour la population et le développement. Ça, c'était 1994. Et puis ensuite, 1995, c'était la 4e conférence mondiale pour les droits des femmes. Donc, c'était des séries des conférences onusiennes internationales qui visaient à regrouper différents acteurs pour avancer justement en matière des droits des femmes et d'égalité de genre.
Et le genre, à ce moment-là, a pénétré le vocabulaire onusien. Donc, les chercheurs et les chercheuses lient, en fait, cette opposition, le développement des campagnes anti-genre à ce moment-là. Un moment où le Vatican est devenu de plus en plus inquiet par rapport, justement, à la pénétration de ce terme dans un cadre institutionnel transnational. Et on commençait à mettre en place, à introduire ce terme-là d'idéologie de genre pour discréditer notamment les recherches qui sont en lien avec les études de genre, les initiatives qui sont en lien avec l'égalité de genre, la promotion de l'égalité de genre, etc. Donc ça, c'était un peu comme moment d'origine du développement. Donc, on peut voir aussi des origines catholiques, religieuses de ces campagnes-là qui se sont par la suite étendues. Et on a vu beaucoup de coopération aussi interconfessionnelle à ce niveau-là. Donc, des orthodoxes qui ont fait des alliances avec des organisations catholiques, etc., pour un transfert de connaissances et des pratiques, si on peut dire, en matière de campagne anti-genre, de comment ils peuvent faire pour arrêter le développement de ce qu'ils appellent l'idéologie de genre. Et donc, ils ont ciblé différentes choses. Ils ont ciblé les droits sexuels et reproductifs. Ils ont ciblé l'éducation sexuelle à l'école. Ils ont ciblé le genre, études de genre, politique, institutions pour l'égalité de genre, comme par exemple les institutions, les agences gouvernementales parfois qui étaient mises en place pour l'égalité de genre, les lois contre le hate speech, la discrimination, etc. Est-ce que les droits des enfants, effectivement, éducation sexuelle à l'école, voilà. Donc, ils sont intervenus dans différents sous-domaines. Ouais, c'est beaucoup plus vieux que je pensais. Ouais. Ce début qui est assez organisé. Je pensais que c'était associé aux réseaux sociaux plus récents, mais visiblement que non. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, peut-être dire aussi... bon, c'est un peu une banalité, là, mais de dire que, en tout cas dans la tradition européenne, parce qu'il y a eu des universités qui ont été... Évidemment, il y avait de la recherche à l'extérieur de l'Europe, là, mais la création des universités européennes qui remonte au XIIIe siècle, dès le début, il y a des conflits dans les universités. Il y a même des grèves étudiantes dans les universités italiennes, y compris sur le prix du logement pour les étudiants. Donc, comme quoi. Mais il y a des conflits politiques. Évidemment, au Moyen-Âge et Renaissance et jusqu'au 19e siècle, c'est beaucoup l'enjeu religion versus science. Et des fois, c'est très brutal là, comme conflit. Et selon le contexte national, selon telle situation, il y a évidemment des luttes politiques qui peuvent prendre la forme de mobilisation de type mouvements sociaux. Dans les années, je donne 2-3 exemples. Dans les années 30, dans le quartier latin à Paris, des amphithéâtres sont la cible d'attaques de royalistes, donc des jeunes d'extrême droite, des monarchistes français. Parce qu'en fait, il y a des enseignants en géographie ou dans d'autres disciplines qui sont connus pour être des socialistes. Donc, ils trouvent que c'est scandaleux. Donc, ils attaquent leurs amphithéâtres pour les perturber. Ça finit en combat de rue avec la police dans le quartier latin. C'est un exemple sur des centaines d'années. Il y a évidemment des professeurs qui sont exclus parce qu'ils ne sont pas catholiques ou à l'inverse. Bon, bref. Donc, il y a des luttes. Augusto Pinochet, le dictateur du Chili, une des premières choses qu'il fait en prenant le pouvoir, c'est qu'il dissout en fait les départements de sociologie. Il y a tous les débats dans les années 60-70. Et aux États-Unis, il y a une longue tradition de faire des listes de professeurs radicaux. Donc ça remonte à la chasse aux communistes et aux Red Scares du 20e siècle, donc qui continue aujourd'hui. La fameuse organisation Turning Point USA, par exemple, qu'on connaît, qui est très connu maintenant, à la suite de l'assassinat de son leader, sur un campus d'ailleurs.
diffuse en fait sur son site web Professor Watchlist, je pense, je me rappelle plus du titre, là, mais qui est justement un répertoire des professeurs qui sont problématiques parce qu'ils sont trop progressistes. Donc, c'est des étudiantes qui, on encourage même, dans certains cas, à enregistrer ce que les enseignants disent en ligne et à les porter plainte, entre autres s'ils parlent d'enjeux de diversité sexuelle et de genre, s'ils parlent de socialisme et d'autres. Donc, bref, tout ça pour dire, je mets ça dans un contexte plus général. L'université, contrairement à l'image de la Tour d'Ivoire, c'est pas un lieu qui est déconnecté de la société, c'est un lieu qui est... Puis là, je donne quelques exemples, hein, mais il y a des dans les années 60, pendant la guerre du Vietnam, il y avait des occupations des bureaux administratifs ou de direction d'université parce que les universités avaient des contrats avec l'industrie de l'armement en pleine guerre du Vietnam. Donc là, c'est la question du financement de recherche de pointe en haute technologie, mais qui sert en fait à produire des avions de guerre ou des armements plus développés. Après ça, il peut y avoir des retombées positives pour les civils dans d'autres domaines. Mais bref, donc, pas juste en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire dans d'autres domaines, il peut aussi y avoir de la contestation, des mobilisations. Pour ce qui est des études féministes, plus spécifiquement, elles sont l'objet de critiques. Je pense que ce que Alexandra vient de nommer par rapport à la mobilisation contre l'idéologie de genre ou les théories du genre qui touchent plus les minorités sexuelles et de genre, c'est encore plus brutal et violent, je pense, parce que les gens sont encore plus crispés sur ces questions-là. Mais les études féministes, généralement, chez les détracteurs, chez ceux qui comprennent peu ou mal, ou ceux qui, en fait, s'y intéressent pas, ou surtout ceux qui les aiment pas, qui ont des intérêts, disons, objectifs à ne pas aimer les études féministes, elles sont généralement mal connues, y compris à l'intérieur de l'université chez certains collègues qui disent c'est pas de la science, c'est de l'idéologie. Même j'ai déjà entendu dire à propos de revues scientifiques féministes, ah, mais c'est pas une vraie revue académique parce qu'il n'y a pas d'évaluation par les pairs à l'aveugle, alors que c'était totalement faux. Donc, le collègue savait même pas de quoi il parlait. Il avait juste un préjugé envers les études féministes en disant, ben, une revue féministe, c'est comme un zine ou un journal militant, alors que moi, j'ai publié des articles, j'en ai eu de refusés d'ailleurs, dans des revues féministes parce qu'en fait, il y a une évaluation rigoureuse comme dans d'autres revues. Donc, et moi, je considère réellement, là, sincèrement, que en fait, l'intégration de la perspective féministe dans les sciences humaines et sociales est probablement en arts et lettres, mais je connais moins. C'est probablement une des avancées, en fait, les plus importantes en sciences humaines et sociales depuis les 30-40 dernières années. C'est pas tout à fait nouveau, hein. Il y a déjà eu des enjeux sur la question du genre et la question au 19e siècle, 20e siècle, mais ce développement-là en termes de structure avec des programmes, des cours, du financement, des comités d'évaluation pour le financement, etc., c'est vraiment... Moi, je suis vieux, donc... je vous ai parlé de l'école primaire et secondaire dans les années 70, donc vous aurez compris que c'est dans les années 80 que j'arrive à l'université de peine et de misère. Et donc, en sciences politiques à l'Université de Montréal, en 85, 6, 7, mon bac, il y avait un cours optionnel, c'était femmes et politique, qui était enseigné par un chargé de cours, c'est correct. Et la moitié de la session était consacrée à voir comment les philosophes du canon parlaient des femmes. Donc, Aristote, Platon, Hobbes, Locke, tout ça. Donc, c'est un peu particulier. On est loin de ça maintenant. À l'UQAM, où je suis, c'est le programme d'études féministes le plus ancien de la francophonie, le plus développé. Il y a une banque de cours absolument incroyable. Il y a de la recherche très dynamique qui s'y fait. C'est pas juste à l'UQAM, mais je parle de l'UQAM parce que je viens de là. Et moi, je dis souvent, les études féministes, oui, ils ont développé des nouveaux concepts ou des nouveaux outils, ou ils ont approfondi certaines approches, mais au final, ils font rien de tellement différent. Ils sont une chercheuse féministe en sociologie ou en histoire ou en sciences politiques ou en communication ou elle s'inscrit en fait dans la tradition de recherche de sa discipline. Peut faire de l'analyse quantitative, peut faire de l'analyse qualitative, peut faire de l'ethnographie, peut faire des entretiens individuels, des entretiens de groupe, de l'analyse de discours, blablabla. Peut faire... Donc, c'est les mêmes normes et les mêmes critères de recherche. Ce qui change, c'est qu'elle pose des questions différentes, c'est-à-dire elle intègre la question des femmes, pour le dire de façon extrêmement simpliste, et qui était fou quand on y pense. C'était comme quelque chose de... C'est 50% de la population qui était souvent complètement ignorée par on pouvait avoir des années d'enseignement sans parler des femmes en sciences politiques dans les années 80. Là, c'était ça la norme. Et moi, je dis, je répète toujours, je dis, sans le féminisme, sans les études féministes, sans le féminisme, les hommes, on se comprend à moitié en réalité.
on a simplement 50% de la réalité, parce qu'en fait, les études féministes, par définition, ça concerne tout le monde. Même si, évidemment, le point, c'est comme un peu le... Bref, donc, voilà. Donc, j'arrête là-dessus, mais donc, il y a des personnes, dans la mesure où c'est un enjeu, évidemment, éminemment politique, qui sont braquées et qui ont avantage à faire... à décrire ces approches féministes comme étant purement idéologiques, pas scientifiques, pas rigoureuses, uniquement militantes. C'est de l'endoctrinement, même chose d'ailleurs à l'école, comme tu viens de le mentionner. Et on dit les enseignantes, quand ils donnent des cours d'éducation à la sexualité, ils endoctrinent les élèves, et apparemment, après 10 minutes, tous les élèves s'en vont changer de sexe, là, apparemment. Si en plus ils ne sont pas agressés sexuellement, parce qu'apparemment... Apparemment, les enseignants des minorités sexuelles et de genre, c'est tous des pédocriminels, parce qu'évidemment, les hétérosexuels, jamais on agresse les enfants, sauf peut-être une fois au Vatican, mais... donc voilà. Donc, oui, il y a vraiment une crispation très forte qui entretient une méconnaissance, une sorte de caricature méconnaissance de ce qu'est la recherche dans ces domaines-là, comme à une autre époque. Il y a pu avoir, évidemment, des caricatures de sociologues ou de politologues ou d'historiens, disons, marxistes. Il y a eu toute une tradition marxiste. Ben, si vous étiez anti-marxiste, ben, évidemment, votre meilleure carte à jouer contre cette recherche-là, c'était de dire, ben, c'est pas de la recherche, c'est de l'idéologie, c'est biaisé, alors qu'il y avait des chercheurs qui passaient des décennies à faire des recherches en économie marxiste, à comparer des données statistiques de production ou des choses comme ça. Bref, donc on peut tout à fait être... Moi, je répète tout le temps, on peut tout à fait avoir des démarches de recherche rigoureuses qui appliquent les critères de recherche de la discipline en ayant des intérêts qui, évidemment, s'inscrivent dans des préoccupations sociopolitiques, comme je répète que j'imagine bien que des chercheurs en sciences qui travaillent, par exemple, sur le cancer ou sur l'Alzheimer, j'imagine bien qu'ils ont un affect par rapport à leur recherche et que leur objectif, c'est quand même de trouver des médicaments qui guérissent plus le cancer plutôt qu'ils provoquent plus de cancer, j'imagine. J'imagine qu'ils ne sont pas neutres en disant, nous, on fait de la recherche simplement pour voir comment on peut modifier des cellules cancéreuses, que ce soit plus de cancer, moins de cancer, des plus gros cancers. Mais non, c'est évidemment qu'ils ont une orientation, ils ont un objectif de santé publique. Et peut-être qu'ils ont un affect très fort, peut-être qu'ils ont perdu un parent mort du cancer et que leur objectif dans la vie, ça va être de travailler sur le cancer, et tant mieux. Mais évidemment, ce qu'on s'attend de ces personnes-là, c'est qu'ils le fassent en appliquant des critères et des démarches. Même chose sur d'autres enjeux. Polytechnique on est à Montréal, donc j'imagine qu'il y en a qui travaillent sur l'asphaltage. J'imagine que, j'espère qu'ils essaient de produire de la meilleure asphalte qui résiste le mieux à l'hiver. Et donc, ils ont un affect par rapport à ça. S'ils ont une voiture et ils se promènent à Montréal, j'imagine qu'ils ont un rapport affectif fort à leur sujet de recherche. Désolé, ça a l'air absurde, mais c'est des vrais exemples. C'est-à-dire, c'est des vrais exemples, c'est des vraies comparaisons. Et donc, en fait, et c'est pour ça aussi qu'en sciences humaines et sociales, arts et lettres, c'est pas toujours le cas. C'est pas obligatoire, mais c'est assez courant que des gens qui viennent de tel ou tel pays, ils travaillent sur leur pays, parce qu'en fait, il n'y a pas juste un rapport affectif, mais en plus, il y a un élément de connaissance interne à l'histoire du pays qui fait que les personnes ont tendance, c'est pas tout le monde, mais travaillent sur un pays qu'ils connaissent, parce qu'en fait, ils sont intéressés par ça, ils connaissent les éléments, ils ont une compréhension souvent plus fine de cette réalité-là, mais ça n'empêche pas qu'il y a des recherches qui peuvent être tout à fait rigoureuses, avec de tels a priori, je dirais. Oui, on va devoir bientôt terminer. Je vais vous laisser quelques mots de la fin. S'il y a des choses que vous voulez présenter brièvement au public qui sont issues de vos recherches, qui pourraient aider le débat actuel, les connaissances, qu'est-ce que vous pourriez dire qui améliorerait, en fait, le sort du débat? C'est compliqué ce que je demande, parce que les débats publics sont ce qu'ils sont. Je pense que ça vaut la peine de passer un peu de temps à discuter avec le public et de vos expertises et de ce que vous avez aussi appris à travers votre temps de carrière. Là, et chacun peut commencer ici. Bon, pas beaucoup de temps de réflexion. Du coup, je vais juste me concentrer sur des recherches qui sont en cours, en fait, que je viens juste de commencer. Donc là, je change de regard. Je suis vraiment intéressée de regarder également justement ce que les mouvements conservateurs proposent comme modèle de société. Et justement, je trouve que c'est important d'en savoir. Je trouve que
on a assez regardé, on sait assez des choses aussi sur ce que les mouvements, par exemple, anti-genre, les mouvements masculinistes, ceux qui contestent, on sait ces choses-là. Là, pour les mouvements anti-genre, j'aimerais regarder plus quel modèle de société ils proposent, quelle conception par rapport à la vie, à la famille, à la nation, ils développent, en fait. Et donc, dans mes recherches actuelles, je vise à comprendre justement ces projets politiques qu'ils proposent, en regardant plutôt les coalitions conservatrices, de voir également de ne pas traiter ces acteurs-là de façon homogène, de voir comment des acteurs différents, mais d'orientation conservatrice, quel type de société ils veulent nous proposer, quelle conception en matière de vie, de famille, de nation, de liberté, ils nous proposent parce qu'ils investissent dans ces concepts-là. Et je pense qu'on s'est beaucoup concentré sur ce que ces acteurs questionnent, les aspects, mais aussi les enjeux contre lesquels ils se mobilisent, et de voir plus en profondeur qu'est-ce qu'ils veulent en fait comme projet de société pour l'avenir. Et du coup, j'aimerais bien regarder ça au Canada et pareil, de faire une comparaison entre différentes provinces, de regarder l'Alberta, l'Ontario et aussi le Québec, mais de regarder aussi à des différents niveaux de pouvoir, de regarder aussi le lien au niveau fédéral, provincial, mais aussi plus local. Voilà. Mais ça, c'est une réponse qui est plus orientée. Je trouve que c'est quelque chose de important, des choses qui sont en cours, qui sont proposées. Voilà, donc juste de déplacer le regard, de voir exactement quelles conceptions nous sont proposées là, aujourd'hui par ces acteurs-là. Très intéressant, merci. Moi, je vais prendre la question un peu sous un angle différent pour souligner peut-être que depuis 10, 15, 20 ans, peut-être, je pense, je n'ai pas de date précise, la recherche, les personnes qui font de la recherche universitaire ont un avantage par rapport à la diffusion de leurs résultats, qu'il y a de plus en plus de plateformes en fait de vulgarisation, que ce soit des podcasts, des vidéos, peut-être vous connaissez là évidemment le site de The Conversation, qui malgré son titre est aussi en français, mais aussi en anglais et dans plusieurs langues, qui est en fait un format là où je pense c'est 1000 mots. En fait, on demande à des chercheurs d'écrire des textes en réaction, entre autres, à l'actualité, mais basés sur de la recherche en 1000 mots. Moi, j'ai un blog sur le média indépendant Pivot, qui est un média écrit en ligne. Donc, c'est pas tant nécessairement des résultats de mes recherches, mais souvent, c'est des interventions sociopolitiques, mais qui sont liées, comme j'ai écrit 1 ou 2 textes, justement, tiré de la recherche en partenariat avec la Fédération autonome de l'enseignement sur les élèves sexistes, homophobes et transphobes. Bon, j'ai écrit des petits textes sur cette plateforme-là. J'ai mené aussi une autre recherche sur les grèves d'élèves dans les écoles. Donc ça, c'était une autre recherche dont je n'ai pas parlé, en fait. Une 60aine d'entretiens individuels avec des élèves du Québec, plus une recherche dans les archives de presse, dans les archives de la presse du 20e siècle, avec une douzaine d'étudiants et étudiantes maîtrise, doctorat, qui maîtrisaient différentes langues que moi je ne maîtrise pas, donc norvège, espagnol, portugais, etc., italien. Et donc, on a retrouvé plus de 2600 cas de grève dans des écoles un peu partout dans le monde. On a fait un répertoire qui se retrouve en ligne là, sur le site de l'UQAM. C'est répertoire partiel des grèves d'élèves. C'est en accès libre, mais bon, c'est des tableaux là. Chaque grève a un petit tableau, c'est pas très lisible, mais digeste en tout cas. Mais une de mes étudiantes, une de mes auxiliaires me demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec cette recherche. Et donc moi j'avais dit, je vais écrire une monographie de 400 pages, et écrire des articles scientifiques de 25 pages que personne ne va lire. Et elle trouvait ça dommage que j'ai pas une stratégie pour rejoindre, ou en tout cas tenter ou espérer minimalement de rejoindre les élèves par rapport à ce sujet-là. Donc avec Emmanuelle Dufour, qui est
une professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui a fait une thèse par bande dessinée, qui a fait la bande dessinée tirée de sa thèse « C'est le Québec qui est né dans mon pays ». On a fait, qui est sur l'interaction entre les allochtones et autochtones au Québec. On a fait ensemble un faux manuel scolaire sur la démocratie et les grèves d'élèves qui s'appelle « Quand les élèves se révoltaient ». Et donc, en fait, je sais que c'est pas juste les jeunes qui lisent de bande dessinée et que les adultes lisent plus de bande dessinée que les jeunes, mais bon, c'est comme un format bande dessinée sous forme de faux manuel scolaire où là, on revient sur comment on nous enseigne de manière un peu bizarre des mythes au sujet de la démocratie qui vient toujours d'Athènes, alors que l'anthropologie, l'histoire nous apprennent évidemment que des pratiques délibératives, il y en avait dans toutes les communautés ou toutes les civilisations à peu près. Les fameuses assemblées de village ou, l'arbre à palabre, il y a différentes manières de parler de ça. Donc, on rappelle ça. On questionne la manière dont on pratique la démocratie, ou en fait, on la pratique pas vraiment dans les écoles avec les conseils d'élèves. Et puis, après ça, on présente plusieurs cas de grève d'élèves un peu partout dans le monde. La question de la répression de ces grèves-là, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Puis ça finit avec la grève du climat qui est de 2019, là, la jeunesse pour le climat qui a émergé après que moi j'ai mené ma recherche, en fait, ou en tout cas de la finir. Pourquoi je vous parle de cet album? Parce qu'en fait, cet album, il serait un outil intéressant, je pense. C'est un peu prétentieux ou arrogant de dire ça, mais d'avoir des discussions avec les jeunes même. Pas pour dire les jeunes, il faut faire la grève, quoique ça peut être rigolo, mais s'ils ont une bonne cause, c'est tant mieux, mais pour amorcer des discussions sur la notion de la démocratie qui inclut aussi les jeunes, parce que quand on parle de démocratie, on leur enseigne la démocratie, les jeunes c'est comme si ça les concernait pas ou ils n'étaient pas inclus dans la discussion. Et donc voilà. Merci, oui. Puis effectivement, dans d'autres pays, entre autres la Norvège, la démocratie parle beaucoup plus à l'école. Là. Oui. Donc, c'est effectivement très important. Merci. Allez tous voir ces ressources. Encore une fois, merci beaucoup à vous deux. Merci. Ce fut très intéressant. Merci beaucoup pour l'invitation. Et cher public, on se dit à la prochaine fois.